Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Bienvenue à Cube. Merci de nous avoir choisis pour passer votre après-midi. En fait, je dis mesdames et messieurs, mais c'est tellement 2023. En 2025, on dit plus ça. Ben non. Mesdames, messieurs, on dit plus ça. On dit personne avec un utérus et personne avec une prostate. Parce que faut pas faire de peine aux gens qui ont un utérus, mais qui s'identifient pas comme femmes, aux gens qui ont une prostate ou qui n'en ont plus, mais qui s'identifient pas comme des hommes, aux personnes qui s'identifient ni comme des hommes, ni comme des femmes. Donc, ça donne des situations comme celle que j'ai vue passer en fin de semaine et qui m'a beaucoup choquée, que j'ai dénoncée sur mes médias sociaux. Bonjour, Cybèle Olivier. Bonjour, oui, j'arrive de manière expéditive. Ben, c'est comme ça qu'on aime. Ben oui, on fait de la radio en direct. Ben oui, prends ton temps. Mets ton casque, parce que moi, j'en ai plein le casque de la disparition du mot femme. Ah, je sais. Je pense même que j'ai écrit tout un livre là-dessus. Alors, donc, c'est une publicité qu'on va vous montrer à l'écran. En fait, une annonce très sérieuse, de la part du CHU Sainte-Justine et de l'Université de Montréal. On nous indique que vendredi prochain, le 4 avril, il va y avoir une clinique pap test. Le pap test, c'est donc quand on utilise un spéculum, puis là, on va regarder à l'intérieur du corps féminin pour voir s'il n'y aurait pas... puis on fait un prélèvement. Le pap test, c'est le nom d'un médecin qui a inventé ce test-là. Et donc, on va faire un prélèvement dans le col de l'utérus pour voir s'il y a des cellules cancéreuses, s'il y a des problèmes de santé. Donc, on nous annonce une clinique de pap test. Et à qui s'adresse cette clinique? Personne avec un utérus et personne avec une prostate, mesdames et messieurs. Ça s'adresse, et c'est écrit vraiment en toutes lettres, toute personne avec un col de l'utérus de 21 ans et plus. Ça, là, ça veut dire que dans un hôpital, parce que le CHU Sainte-Justine, la dernière fois que j'ai vérifié, sont des médecins, des gens qui ont fait au minimum 10 ans d'études sur un banc d'université. Donc, des gens dans un hôpital. En plus, c'est aussi commandité par l'Université de Montréal. Donc, des grands cerveaux, des grands cerveaux qui nous disent le mot femme n'existe plus. Le mot femme, officiellement en 2025, n'existe plus. Dans les universités, dans les hôpitaux, on dit personne avec un col de l'utérus. Moi, ça m'a choquée. Je me suis dit, je suis certainement pas la seule à qui que ça choque. D'ailleurs, sur mes médias sociaux, je suis inondée de messages de gens qui sont furieux de ça. Furieuses. J'avais envie d'en parler avec Alexandra Houle, qui est présidente du Réseau féministe québécois. Alexandra, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour, Alexandra. Madame Houle, j'ai-tu le droit de dire ça, Madame Houle? C'est quoi vos pronoms de prédilection? Ben, je dois t'avouer que ça dépend d'une heure à l'autre, d'une seconde à chaque seconde, je sais plus. Mais bref, tu peux m'appeler madame, je suis très à l'aise avec ça. Tu seras pas choquée, Alexandra. Alors, non, je suis pas choquée. Quand tu as vu passer cette annonce, qui est vraiment une annonce officielle de la part de l'Université de Montréal et du CHU de Sainte-Justine, faisant référence aux personnes avec un col de l'utérus, quelle a été ta réaction? Ben, j'ai trouvé ça extrêmement choquant et insultant. C'est insultant de voir qu'une clinique, ben en fait que l'hôpital Sainte-Justine, qui est spécialisé surtout avec les enfants puis aussi avec les mamans, utilise le mot personne avec un col de l'utérus. C'est comme l'exemple numéro 3 670 de l'effacement des femmes au Canada. Pour moi, c'est comme un exemple de plus que de ce que je radote depuis un petit bout déjà, qu'on nous enlève partout. C'est choquant, là, parce que là, c'est pas juste une affaire de groupe militant qui fait une formation XYZ, là. C'est l'hôpital Sainte-Justine, c'est gros, là. C'est pas une affaire, une petite affaire, c'est immense. Là, ce qu'on voit, c'est que là, on nous tasse. On est des personnes avec des cols de l'utérus, comme s'il pouvait y avoir d'autres personnes que des femmes qui pouvaient avoir des cols de l'utérus. D'accord. C'est alors, ce que...
Ouais, Oui. alors on s'entend que la raison pour laquelle l'hôpital et l'université font ça, c'est pour ne pas offenser des gens qui ont en effet un col de l'utérus, mais qui ne s'identifient pas comme des femmes, ou alors, par exemple, parce que ce sont des hommes trans, ou parce que ce sont des personnes non binaires. Pourquoi c'est problématique, ça, que les droits des personnes trans et des personnes non binaires soient plus importants que les droits des femmes? Ben, c'est problématique pour plein de choses, surtout au niveau de la santé. Écoute, là, on parle d'un hôpital qui offre des soins. Donc, la notion de sexe est importante. Comment peut-on faire confiance à un professionnel de la santé qui adhère à l'idée que le sexe est une construction sociale? Tu sais, je veux dire, un test, le test PAP, là, je veux dire, t'es assis dans une chaise avec les pattes dans les étriers, là. Puis là, le professionnel de la santé qui est devant toi peut croire que le sexe est une construction sociale. Comment nous, en tant que femmes, on peut vraiment leur faire confiance qu'on va avoir une bonne qualité de soins? Puis si moi, je n'adhère pas à cette idéologie-là, est-ce que on va m'offrir des soins ou je vais me faire réprimander par le personnel de l'hôpital? Tu sais, c'est quand même, moi, c'est des questions que je me pose. Et si on veut continuer dans l'espèce d'effacement des femmes, Sophie t'a écrit un livre là, complet là-dessus. Puis il y a une section dans ton livre où tu fais référence à la revue, je pense, des médecins omnipraticiens du Québec. Oui. Une chose comme ça. Oui. Puis je sais pas si tu t'en rappelles, là, mais il y a une belle section où qu'on parle que pour accommoder les personnes trans, il faut leur proposer de choisir les termes de leur corps qui leur convient. Donc, un pénis peut devenir une vulve peut devenir un pénis. Est-ce qu'un col de l'utérus est vraiment un col de l'utérus? Tu sais, si on continue à suivre cette logique-là. Donc, je sais pas si tu comprends mon point de vue, c'est que... C'est peut-être un trou avant, parce que cette terminologie-là, par exemple, a été utilisée sur le site de la Société canadienne du cancer, en s'adressant aux personnes trans, en disant, certains d'entre vous préfèrent peut-être l'utilisation de trou avant, mais dans un souci de clarté, nous, on utilise l'expression col de l'utérus, puis on s'excuse si jamais ça vous offense ou ça vous dérange. Quand on parle du remplacement du mot femme par le mot personne avec un col de l'utérus, est-ce que ça peut mener, selon toi, à des erreurs médicales? C'est-à-dire que si quelqu'un s'identifie comme femme, mais n'a pas un corps de femme, est-ce que ça peut poser un problème à un moment donné de mauvais diagnostic, par exemple? Ben oui, c'est déjà arrivé. Là, il y a une étude qui a été commandée par le gouvernement britannique il n'y a pas super longtemps. C'est la chercheuse, je veux juste pas me tromper dans son nom, Alice Sullivan, qui est allée voir toutes les données qui ont été comptabilisées depuis 2015 au niveau des organismes gouvernementaux, dont le National Health System, fait que l'équivalent du système de santé québécois. Ouais, exactement. Là, ce qu'elle a trouvé comme écart de données, c'est que depuis 2015, on comptabilise les données selon l'identité de genre des personnes. Fait que ce que ça fait, c'est que le nombre de naissances gars-filles, t'as pas les vrais chiffres parce que les parents peuvent choisir l'identité de genre de leur enfant. Ils ont vu des cas des médecins qui ont cherché pendant des heures les problèmes de santé d'hommes pour finalement se rendre compte que c'était des femmes qui étaient enceintes. Okay. Parce que dans leur dossier médical, c'est écrit que c'est des hommes. Donc, tu appliques le protocole que pour un homme. Fait que si tu dois lui faire des frottis ou plein de tests qui, normalement, seraient faits pour les femmes, tu peux pas les faire parce que c'est sur papier puis dans les dossiers médicaux, c'est marqué que ce sont des hommes. Donc là, ça entraîne des hommes trans qui perdent leur bébé parce qu'on a traité leur fausse couche. Ben, on les a pas traités comme il faut. Même, tu sais, il y a un article qui est sorti, je pense, cette semaine là-dessus qui font état de tous les cas que les médecins ont dû traiter. Tu sais, je veux dire, c'est une falsification nationale de la santé là, au niveau de toutes les statistiques et des données, c'est grave. Mais d'autant plus que on s'est battu comme femmes pendant des années pour dénoncer le fait que dans le système médical, beaucoup de recherches, beaucoup d'expériences sont faites sur des hommes et qu'ensuite on l'applique à l'ensemble de la population sans tenir compte des spécificités féminines. Donc, la médecine a très, très, très longtemps été très masculino-centriste. Donc, ça veut dire que les femmes ont des problèmes de santé qui leur sont propres. Si on n'utilise même plus le mot femme, comment on fait pour s'y retrouver?
La ménopause, c'est quoi? La ménopause, ça touche les personnes avec un utérus? Il n'y a pas juste vous qui est frustré aussi. Oui, je veux alors, juste mentionner vas-y. par rapport aux auditeurs qui vous entendent parler, qui réagissent, Vas-y, qui Sybelle. nous disent par exemple, bonjour Sophie, moi j'en peux plus, le monde est rendu fou. Qui a un col de l'utérus, il pose en question. Alors en très grande majorité, ce sont les femmes, point final. Une autre personne, Franck de Pointe-aux-Trembles, nous dit que c'est d'un ridicule consommé, où s'en va notre société, c'est très gênant. Donc je pense qu'il y en a plusieurs. Quand tu disais tantôt que tu étais inondée, ça se voit aussi sur notre messagerie présentement. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression, merci beaucoup Sybelle, puis merci à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écrivent et qui nous contactent, c'est qu'on a l'impression que le milieu médical, dans ce cas-ci, puis le milieu universitaire est comme déconnecté de la population. Parce que, mettons qu'une femme, elle arrive à Sainte-Justine, puis qu'elle s'en va dans le service de gynécologie, je veux dire, elle sait qu'elle n'est pas juste une personne avec un utérus, elle sait qu'elle est là parce que c'est une femme. Donc, on va l'accueillir comme quoi? Comme étant une espèce d'être évanescent, un utérus avec 2 pattes, puis 2 bras. Ben, c'est ça, là. Comment on peut vraiment avoir confiance? Je veux dire, comme moi, pour les positions que j'ai dans les médias par rapport au dossier d'identité de genre, est-ce que si moi, je sais pas, dans une maison de naissance ou je vais voir un gynécologue, on va me juger puis me reprendre puis essayer de m'éduquer quand que je suis là pour avoir un soin, mettons. Tu sais, c'est toute cette question-là aussi, là. On devrait pas craindre de l'idéologie de la personne qui nous soigne ou de l'établissement qui nous soigne. On devrait même pas avoir à penser à ça quand on a besoin de soins médicaux. Mais là, agir de cette façon-là, ça devient comme une nouvelle crainte. Puis c'est triste parce que c'est pas la majorité des gens qui ont demandé ces changements-là. Là. Tu sais, c'est vraiment comme pour accommoder une minorité, mais là, ça a un impact sur la grande majorité des gens. Ouais. Il faut que ça cesse un jour. Là. Faut qu'on trouve des accommodements, faut qu'on trouve une façon de fonctionner qui fait en sorte que tout le monde peut trouver son compte, mais que les femmes ne soient pas brimées, puis qu'on mette pas de côté je sais pas combien d'années de recherche, de combat aussi pour avoir nos propres soins de santé de côté pour accommoder 0,03% de la population, parce que là, on recule au niveau de nos droits là avec une situation comme ça. Intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas un problème encore plus fondamental qui est la surprise de voir que, et dans le milieu universitaire et dans le milieu hospitalier, l'idéologie a remplacé la biologie. La biologie, c'est que le sexe est binaire, il y a des hommes, il y a des femmes, mais donc, si on fait rentrer une idéologie là-dedans, de la part de gens dont c'est le métier de s'intéresser à la biologie humaine, c'est un peu inquiétant. Ben c'est inquiétant. Tu dis, on en a parlé la semaine dernière avec le cas de l'infirmière Amy Ham qui disait qu'il y avait juste 2 sexes. Elle a été sanctionnée par son ordre professionnel. Donc, ce que ça l'envoie, là, tu sais, je veux dire, c'est comme une suite logique, là, on dirait, de tout ce qui se passe dans les derniers mois, puis même la dernière année. Une infirmière, un médecin, une gynécologue qui se bat pour les femmes ou pour les droits des femmes depuis plusieurs années, est-ce qu'elle aurait le droit de s'opposer à ça? Est-ce qu'elle va avoir des conséquences de la part de... Très bonne question. Moi, j'aimerais hein? lancer un appel. Tu as tout à fait raison, Alexandra. Alors, je lance un appel, évidemment, à l'Université de Montréal et aux gens de Sainte-Justine. Mais si vous êtes un gynécologue ou une gynécologue, si vous êtes dans ce milieu-là, si vous êtes dans le milieu médical, que vous êtes dans le milieu universitaire et que vous-même, ce terme-là vous choque, contactez-moi. Contactez-moi sophie.durocher@quebecormedia.com. Je vais demander à Sybelle de répéter la façon de nous joindre. Je veux vous entendre parce que c'est impossible que 99,9% des gens dans le milieu médical soient d'accord avec cette terminologie-là. Je veux dire, ça apparaît au bas de l'écran. Oui, absolument. Puis pour ceux qui nous écoutent donc à la radio, c'est le 1-877-827-2346. Vous pouvez me texter, puis moi, je vais t'acheminer ça, Sophie. C'est certain. Sinon, c'est le studio @cube.radio. Mais par texto, c'est vraiment le plus simple. Je vois tout sous mes yeux. Merci beaucoup, Alexandra Houle. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement de fond. Les gens sont tannés. Monsieur et madame tout le monde est tanné. Monsieur et madame, ben oui, je l'ai dit. Voilà. Personne avec un utérus et personne avec une prostate, tout le monde sont bien tannés. Merci beaucoup, Alexandra. Je rappelle que tu es présidente du Réseau féministe québécois. À très bientôt. Merci beaucoup. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher
reste toujours Sophie Durocher. Alors, c'est une histoire absolument sordide dont vous entendez parler à Cube et dans les médias depuis un bon petit moment maintenant. Le journaliste Jacques Tisdale, qui est décédé en 2024, le 16 juillet, d'un cancer stade 4, et son fils, Olivier Tisdale, dénonce depuis ce moment-là un cas de négligence médicale grave. Vous l'avez entendu plusieurs fois en entrevue ici à Cube. Mais en fin de semaine, Olivier Tisdale a mis sur ses médias sociaux une information absolument incroyable. Il y a quelqu'un dans le réseau de la santé qui l'a contacté avec des informations confidentielles sur la réalité des mauvais traitements que son père aurait subis dans le système de santé québécois. Attention, mesdames et messieurs, on va vous montrer des images assez choquantes, mais c'est important de les voir, ces images-là, et surtout, le témoignage d'Olivier Tisdale est extrêmement important pour dénoncer ce qui s'est passé dans notre système de santé. Monsieur Tisdale, bonjour. Bonjour. Donc, il y a quelque temps de ça, quelqu'un dans le système de santé vous a contacté de façon anonyme parce qu'elle a peur, il ou elle a peur de représailles. Qu'est-ce que vous avez appris de plus choquant au sujet du dossier de votre père? En fait, ce qu'on a appris dans les dernières heures dans le dossier de mon père, qui sont effectivement des éléments qui sont très choquants. J'en parlais d'ailleurs avec ma mère le week-end dernier. Au début, dans le dossier de mon père, on se demandait si c'était de l'incompétence ou si c'était de la mauvaise formation pour les soins. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, avec ce qu'on apprend, on peut vraiment parler de maltraitance d'un humain, maltraitance de mon père, qui est un être humain. On a appris des choses qui sont quand même désastreuses, qui sont impensables de laisser un humain vivre ce genre de sévices-là. D'accord. Alors, il y a une longue liste. On va essayer de se concentrer, c'est triste à dire, mais sur ce qui est le plus choquant. Le 5 juillet, votre père, donc, qui dort dans son lit, vraiment sur le bord du lit, tombe de son lit. Une employée rapporte que le responsable ordonne de le laisser à terre. Vous avez noté par la suite une fracture de la vertèbre T12. Vous pensez que c'est peut-être lié. Comment ça se fait que votre père a été laissé par terre après être tombé du lit? Écoutez, ce qui est flagrant dans cette affirmation-là, de la personne qui est venue nous rencontrer, d'ailleurs, il faut dire, elle a pris le temps de venir nous rencontrer pour nous parler de ces éléments-là. Comment je pourrais vous dire? Mon père dormait depuis quelques mois, dormait en position assise. Il était plus capable de dormir couché parce que son cancer l'affectait. Donc, quand il se couchait, il s'étouffait malheureusement. Donc, il dormait en position assise sur le bord du lit. Donc, il est tombé probablement à plein visage par terre, parce que quand on tombe en étant assis sur le bord de notre lit, je présume qu'on tombe à pleine face, on tombe pas de dos. Alors, la personne qui a constaté ça l'a mentionné et on lui a dit de le laisser là, qu'elle a arrêté de chialer un peu plus tard, puis il est resté là apparemment de nombreuses heures. Faut comprendre que pour quelqu'un qui est dans sa situation, affaibli par la maladie, on parle d'un cancer des poumons quand même de stade 4, sous médication, qui mange pas beaucoup, il est affaibli, donc ça peut être très, très dangereux de laisser une personne de même comme ça au sol. On passe d'une horreur à une autre. À un moment donné, lors d'une prise de sang, votre père pleure parce qu'il a trop mal. Il y a des ecchymoses sur le bras. Il y a une demande qui est faite pour avoir un cathéter pour éviter les ponctions répétées. Là, le cathéter, c'est qu'il y a un truc qui est en permanence, puis les infirmières ont juste à rentrer leur aiguille à chaque fois. C'est refusé. Mais je veux dire, on a laissé un homme souffrir. Pour quelle raison, M. Tisdale? Bon, ce qu'on dit, puis nous autres, on l'a vécu aussi. Donc, il y a deux volets dans ça. Nous autres aussi, on l'a vécu parce qu'on avait demandé un pickline au départ, parce que c'était impensable. Ce qu'on voit sur les photos actuellement, c'est un bras de mon père, puis ce que je vous montre sur les photos, c'est la moins pire des pires. Je voulais pas choquer les gens à un point de dire c'est dégradant de voir ces images-là, mais cette image-là, c'est la moins pire des pires au niveau des bleus qui sont faites par les aiguilles. On s'entend quand on a un cancer, beaucoup de prise de sang, beaucoup de médication, traitement de chimiothérapie. On a refusé le pickline la première fois parce qu'on nous a dit qu'il l'avait arraché. Effectivement, la première fois, il l'avait arraché, il était resté pris avec les draps dans son lit, le pickline arraché, puis on n'a pas voulu lui en remettre, alors que c'était tellement simple de mettre un bandage au niveau du pickline, un bas, un gilet plus long. Ils n'ont pas voulu jamais remettre un pickline, et on constate, au dire de la personne qui est venue nous rencontrer, le même principe. Elle a fait la demande, on lui a refusé aussi parce qu'il l'avait arraché. Je vous dirais que c'est encore là une fois inhumain, parce que vous voyez le bras de mon père. Ouais. Mon père avait 74 ans, c'était un rock. Mon père, c'était un journaliste de faits divers, c'était quelqu'un qui était fier, c'était quelqu'un qui était droit.
Et puis de savoir que mon père pleurait par la douleur, je peux vous dire que ça y en prenait beaucoup quand il était rendu à pleurer pour la douleur. Donc, encore une fois, on est en présence d'une maltraitance incroyable. De faire subir ça à quelqu'un, c'est complètement inhumain, c'est complètement irresponsable. On a l'impression que, à lire votre résumé, que le personnel avait pris votre père et votre famille en grippe. Le 10 juillet, il demande un verre d'eau parce qu'il se sent pas bien. Quelqu'un répond avec mépris qu'il nous envoie une mise en demeure. Oui. Mais je suis... Les deux bras m'en tombent, M. Teasdale. Mais il faut comprendre, Mme Durocher, que dans le dossier de mon père, je vous l'avais dit dans la dernière entrevue qu'on a eu ensemble, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre ou du pommier, si on veut. On a décidé de dénoncer parce que mon père voulait qu'on le fasse, parce que mon père voulait protéger les autres aussi. Lui savait qu'il était trop tard pour lui, puis il voulait protéger. Puis ça, je sais qu'il ne regrette pas qu'on l'ait fait, mais on sait qu'en l'ayant fait, on a dérangé l'establishment de la santé. On a dérangé des gens qui sont habitués peut-être de moins travailler. Les gens n'ont pas aimé les mises en demeure ou les sorties publiques, mais on se doit, c'est un devoir de dénoncer ce genre d'attitude-là, ce genre de mauvais soins-là. On est au Québec, on est en 2025, on n'est pas dans la brousse, on n'est pas dans une forêt, on est là pour que les gens aient des soins de qualité, on est là pour que les gens aient des soins précis, puis on ne peut pas accepter ce qui se passait dans le dossier de mon père, encore moins pour les autres non plus. Il ne faut pas que ça arrive à d'autres personnes non plus. Oui, mais là, c'est plus loin que ça. C'est-à-dire que votre père est à l'hôpital, vous envoyez des mises de demeure. Ce que tout proche de quelqu'un qui est hospitalisé a parfaitement le droit de faire. Il n'y a rien d'illégitime là-dedans. Et on a l'impression qu'on fait payer à votre père les représailles pour les actions que vous avez entreprises. C'est ça qui me choque profondément. Absolument, absolument. On l'a fait largement payer, même, je vous dirais, parce que quand on parle d'un simple verre d'eau, de se faire dire « envoyez-nous une mise en demeure pour avoir un verre d'eau », ou encore il y a les soins qu'il mérite parce qu'il nous a envoyé une mise en demeure. Vous savez, je pense qu'on a dépassé ce stade-là ici au Québec. Je pense que les gens, quand on reçoit une mise en demeure, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises choses qui ont été faites. Si on veut pas le recevoir de mise en demeure ou de sortie publique, on fait notre travail comme il faut, on le fait avec diligence, puis ces choses-là n'arriveront pas. Malheureusement, c'est arrivé dans le dossier de mon père. On comprend qu'il a été oublié. On comprend qu'il y a 2 dossiers dans le volet du dossier de mon père. Mais par contre, on s'attend à ce qu'il y ait des soins une fois qu'on est oublié par le système ou est-ce qu'on se ramasse avec un cancer de stade 4 des poumons. On sait que notre vie est hypothéquée. Donc, on s'attend au moins de finir notre vie avec une belle dignité, à entourer de nos proches, ce qui est largement pas arrivé dans le dossier de mon père parce qu'il aura vécu un grand calvaire durant les 2 derniers mois de sa vie. Le micro de Cybèle n'est pas ouvert, je pense, parce que Cybèle voulait intervenir. Vas-y, ma belle. Oui, ben c'est ça, merci. C'est ça, je me demandais, parce que là, vous disiez, l'infirmière c'est donc confiée à vous, elle a fait un pas vers vous pour dire ça. Qu'est-ce que vous... Tu sais, quand vous pensez à ça puis vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites si vous ne l'aviez pas su, si elle n'avait pas fait ce pas-là? Qu'est-ce que vous auriez fait? Tu sais, avec quoi vous seriez pris? Ben écoutez, actuellement, comme je vous disais auparavant, là, au début de l'entrevue, on a vécu quand même plusieurs choses avec ma famille. On a été témoins de plusieurs choses avec ma mère, des amis, les gens qui étaient avec nous. On a vécu beaucoup de choses, beaucoup de témoignages de gens qui sont venus de l'extérieur aussi, qui nous ont témoigné qu'ils avaient vu mon père dans ses urines, dans ses excréments, les jambes ensanglantées, souvent dans la journée. On le laissait là avec les jambes qui coulaient le sang. Donc, on aurait continué sur ce volet-là. Ce nouveau volet-là vient s'ajouter à ce qu'on avait déjà. Et puis, ce que je vous dirais, c'est qu'on va l'ajouter, puis on va continuer le combat, mais on va l'augmenter. Je pense que je le disais sur une autre intervention tout à l'heure. Je pense que maintenant, le ministre de la Santé va vraiment devoir prendre ses responsabilités et pas passer par l'Agence de la Santé en nous faisant croire qu'il y aura un ci, un ça. Je pense que le ministre doit maintenant sortir. Il doit se rendre ici à Québec, voir l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Il doit demander écoutez, depuis hier, le post qu'on a fait a été partagé quasiment presque, je pense, à 4000 fois en ce moment. J'ai eu des messages d'infirmières qui nous confirment que ça se passe. J'en ai des centaines. Écoutez, j'ai des gens qui ont vécu la même chose que mon père. Encore là, d'autres centaines. On a eu plus de 2000 messages depuis hier. Vous comprendrez que j'ai pas eu le temps de tous les lire. Bien sûr. Mais ce que j'ai lu actuellement me frappe encore plus. Et je vous dirais que moi, dans ce que j'ai dû écrire pour mon père dans les dernières semaines, c'est un des textes le plus dur que j'ai eu à faire. Parce que c'est de savoir que mon père a souffert complètement inutilement.
par une maltraitance, par des gens qui sont un peu dans le je m'en foutisme. Parce que c'est important de rappeler ce que vous dites dans votre post Facebook. Vous dites à un moment donné, votre père saigne du nez, de l'oreille gauche, c'est 2 jours avant qu'il meure, et il y a quelqu'un dans le système qui dit sa vie achève, concentre-toi ailleurs. Autrement dit, ça sert à rien de s'en occuper. De toute façon, très bientôt, il sera mort. À un autre moment donné, je m'excuse, mais c'est une litanie des horreurs. Il pouvait pas respirer bien, donc il pouvait pas faire changer ses pansements. Donc, en position couchée, le personnel a rejeté sa demande d'être soigné en position assise, ce qui fait que, parce que le personnel disait, on n'est quand même pas pour se déboîter le dos. Ben, je comprends, là, mais tu sais, à un moment donné, il y a comme un refus de soins, et votre père, donc, qui baigne dans son urine, ses excréments, le sang, les liquides qui s'échappent de ses pansements. Si vous aviez en face de vous le ministre Dubé, vous voudriez lui dire quoi, Monsieur Teasdale? Je pense qu'il faut que le ministre comprenne une chose aujourd'hui. On ne laissera pas tomber ce dossier-là. Ce que je veux lui dire, c'est qu'on va continuer de se battre jusqu'au moment où il va prendre enfin la décision de nous rencontrer ou d'ouvrir une enquête sur ce qui se passe. On va parler présentement du 4e étage de l'hôpital L'Enfant Jésus parce que ça semble se passer dans une grande partie sur cet étage-là. Mais le ministre, il faut qu'il ouvre une enquête. Il faut qu'il mette ses culottes et prenne ses responsabilités. Puis comme je vous disais tout à l'heure, ça passe pas par l'agence santé, ça passe pas par Mme Biron, ça passe par le commandant en chef de la santé, le ministre Christian Dubé, doit prendre ses responsabilités, ce que actuellement je considère qu'il ne fait pas, parce que je suis forcé d'admettre de vous dire que depuis que je suis sorti, la seule fois où j'ai vu le ministre sortir, c'est quand on a déclaré que mon père avait été oublié par le système en mai 2024 en nous disant c'est une situation inacceptable. Mais au-delà de la situation inacceptable, il y a des gens qui souffrent actuellement. Mon père est décédé, il est trop tard, mais il y a des gens qui continuent à souffrir, puis il se doit de prendre ses responsabilités comme ministre, puis d'affronter ces problèmes-là en trouvant des solutions pour enfin les régler. On va contacter le bureau du ministre Dubé pour faire un suivi sur ce dossier. Merci beaucoup, Monsieur Teasdale. Puis encore une fois, mes condoléances les plus sincères. Je pense que quiconque a vu les images que vous avez partagées sur les médias sociaux et quiconque a entendu votre témoignage ne peut qu'avoir de l'empathie pour vous et pour l'ensemble de vos proches et de votre famille. Merci beaucoup, Monsieur Teasdale. Merci beaucoup à vous aussi de continuer de faire entendre mon père. Je pense que fier de savoir que ce combat-là se continue pour lui et pour les autres. Voilà, votre père qui a été pendant 30 ans journaliste à TVA, je le signale, c'est important. Merci beaucoup, M. Teasdale. Exactement. Merci. Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Alors, Isabelle Huot, comme tous les lundis, tu veux nous parler des probiotiques. Puis moi, je suis vraiment contente parce que on a des collègues qui ont des petits soucis de santé digestive. Donc, salut, Hugo! Oh, fallait pas le dire, franchement, Isabelle. Ça y appartient, c'est sa vie privée. Allô! Bonjour Isabelle. Hey, en passant, Sophie, j'ai été à l'Expo Manger Santé Vivre Vert en fin de semaine. J'ai eu que de bons commentaires sur ton émission. Les gens m'arrêtaient. Je t'écoute tous les lundis. Sophie, elle est super bonne. Bref, bravo. Ben, merci. Je suis sûre que les gens disaient aussi Isabelle est super bonne. On est bonne parce qu'on est ensemble toutes les deux, même toutes les trois. Je rajoute Cybelle Olivier. Et j'avais la blague, j'ai dit, puis moi, non, c'est ben, non. Jamais je te ferais ça, non. Isabelle. Mais aussi, tu nous racontais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris dans leur auto leur petit rond là pour tourner, puis qui sont juste un tout petit peu plus loin. Voilà. Ils sont passés d'une certaine station qu'on nommera pas au 99.5. La station de Cogeco. Hey, mon Dieu, tais-toi donc, il fallait pas la nommer. Tu disais qu'eux, ils disent ça de nous. Bref. Ah oui, c'est vrai. Trois personnes m'ont dit ça en fin de semaine. Écoute, c'est merveilleux. Donc, on salue les trois sujets. Voilà. Alors, le sujet les probiotiques. Parce qu'on s'en parle souvent, l'importance du microbiote. C'est même revenu sur le sujet du jour ce week-end. Probiotiques, un micro-organisme vivant
qui, lorsqu'ingéré en bonne quantité, va influencer positivement la santé. Donc, essentiellement des bactéries, ça peut être des levures aussi. On sait qu'on a 100 000 milliards de micro-organismes dans l'intestin, à environ 500 espèces différentes. Puis la question est souvent, est-ce qu'on doit prendre un probiotique ou pas en prendre? Est-ce que c'est si bon pour la santé qu'on devrait tous se supplémenter en probiotiques? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Ben, moi, je pense que oui. J'ai déjà un ami qui m'avait dit, lui qui prenait, je vais nommer la marque, là, parce que bon, c'est une marque connue. Il dit, si tu prends un Bioca par jour et un supplément de vitamine D, tu seras jamais malade. Surtout que les Bioca, ils se vendent sous forme de petits yogourts, mais aussi sous forme de gélules si on est en voyage, puis qu'on peut pas les garder réfrigérés. Moi, j'avoue que dès que j'ai un petit souci de santé ou que je sens quelque chose qui s'en vient, le Bioca. Ben moi, pour ma part, j'ai l'impression quand même que ça se consomme. J'ai l'impression que si on avait une alimentation qui était parfaitement saine, on mange on fait attention à tout et qu'on est super équilibré. Non, pas comme moi. Au contraire, moi aussi, des fois, j'ai déjà pris du Bioca, mais moi, je me dis, dans ce cas-là, non, on n'en aurait pas besoin. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Ma théorie. Mais là, étant donné qu'on est un peu... Les deux, vous avez raison. Les deux, vous avez raison, parce qu'en fait, il y a un guide clinique des probiotiques vendus au Canada. C'est publié chaque année. C'est vraiment un guide qui est publié indépendamment de l'industrie alimentaire. Donc, des chercheurs qu'on a consultés, qui ont fait une revue de littérature. À chaque souche, son action spécifique. Donc, probiotique, oui, mais ça dépend ce qu'on veut traiter. Tu parles du Bioca. Bioca pour prévenir la diarrhée associée à la prise d'antibiotiques. Donc, pour ça, il y a un Bioca particulier pour le syndrome de l'intestin irritable. Il y a Align si on a un syndrome de l'intestin irritable. Il y a Cambiotique si on veut gérer son anxiété qui va agir au niveau de l'axe cerveau-intestin. Il y a un autre probiotique pour la gestion du poids corporel, réduction du tour de taille. Il y a c'est lequel, celui-là? C'est lequel, celui-là? Je demande pour une amie. Voilà. Moi, j'ai pas de problème de tour de taille. Moi, je demande pour une amie à moi qui a pris quelques kilos au cours des dernières semaines. Sophie, si jamais ça intéresse ton amie, réduction du tour de taille de 2,4 cm, réduction de la prise calorique, donc moins, il y en a deux. Il y a Ultra Flora Control et HFM métabolique. Allez voir le guide clinique des probiotiques vendus au Canada, 17e édition. C'est vraiment là que c'est vraiment documenté. Puis on a le niveau de preuve. 1, 2, 3. 1 étant les données les plus probantes dans la littérature. Bon. Donc, pour revenir à Cybèle, si on mange bien, moi, honnêtement, j'en prends pas tous les jours des probiotiques. Mais si, par exemple, dans des périodes où on se dit, là, je prends des antibiotiques, je dois travailler mon microbiote, je vais prendre un probiotique. Dans ce cas-là, ça serait effectivement Bioca. Ou des gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable, des gens qui veulent travailler la gestion de poids, le stockage des calories. Donc, oui, mais pas pour tout le monde. Puis ça dépend vraiment des habitudes alimentaires, parce qu'il y a aussi les prébiotiques, notamment qu'on trouve dans les fibres, qui vont stimuler l'activité, la croissance des bons micro-organismes dans l'intestin. Donc, parfois, juste les prébiotiques, ça pourrait être bien aussi. En somme, une alimentation riche en fibres, légumineuses, grains entiers, noix et graines, ça peut être très, très bien aussi. Mais en fait, si je peux me permettre de rebondir sur ce que disait Cybèle, c'est que si en effet, on t'écoute tous les lundis au 99,5 FM vers 14h45 et qu'on note religieusement tous tes conseils et qu'on les applique à la lettre, on devrait pas avoir besoin de probiotiques parce qu'on l'aurait déjà intégré. On n'a pas besoin de suppléments, autrement dit. On aurait déjà, dans une alimentation équilibrée, tous les besoins pour prendre soin de notre microbiote. Oui et non, mais si on a le syndrome de l'intestin irritable, à ce moment-là, et ça pourrait donner un petit coup de pouce. Si on a une stéatose hépatique, quoique là, si on mange bien, on ne devrait pas avoir de stéatose hépatique non alcoolique, ce qu'on appelle le foie gras. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes. Docteur des enfants Julie Saint-Pierre, de 7-8 ans. Docteur Julie Saint-Pierre nous alerte à ça, Effectivement. Donc, pour la majorité des cas, effectivement, peut-être pas besoin, mais encore là, si on a une chirurgie à l'hôpital, on veut prévenir les infections nosocomiales, là, encore une fois, Bioca a sa place. Isabelle, je vais te dire merci beaucoup.
Au revoir. Merci et beaucoup. puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye, Merci, les filles. Isabelle. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Il me fait toujours rire, mais là, particulièrement, Guy Nantel me fait rire l'autre jour sur sa page Facebook. C'était pas un vox pop, c'était pas... mais il a fait quelque chose de très rigolo. Il a posé une question à l'intelligence artificielle et je le ris encore. Alors, je me suis dit, tant qu'à rire tout seul dans mon coin, je vais inviter Guy Nantel à nous en parler. Bonjour, Guy Nantel. Bonjour, Sophie Durocher. Guy, donc, tu as demandé à l'intelligence artificielle de t'expliquer pourquoi le ciel est bleu. À la manière d'un scientifique québécois frustré et vulgaire. Et est-ce que tu peux nous lire une partie du résultat? Là, ça va être dur parce que j'ai pas mes lunettes. T'as pas tes lunettes? Non. OK, est-ce que je peux le lire? Oui, vas-y. Mais là, c'est parce que... C'est pas parce que je veux pas sacrer, mais... Non, mais c'est parce que je vais me faire taper sur les doigts. Donc, est-ce que j'ai l'autorisation? André Sylvain, t'es mon patron. J'ai le droit de sacrer en ondes exceptionnellement. Okay. Donc, voici ce que l'intelligence artificielle a répondu. Je vais essayer d'être une bonne humoriste. Oui, pourquoi le ciel est bleu à la façon d'un humoriste frustré? Je sais pas si je vais être aussi bonne que Mona de Grenoble, là, mais je vais m'essayer. Hey, Chris, t'es-tu bouché ben dur? Moi, t'expliquer une dernière fois, puis après ça, Chris, le ciel est bleu, tabarnak. J'ai l'impression. C'est à cause d'une maudite diffusion de Rayleigh. L'esti de lumière de soleil passe dans la... Je suis pas capable. C'est contre nature. Je ne sacre jamais de dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont faire l'échantillonnage de ça. Ça me dérange pas. Ils vont ça se me servir dérange de pas. ça contre toi. Là. Donc, la question se pose, c'est hilarant, parce que vous irez voir ça sur la page de trucs. La question se pose, est-ce qu'un jour, les humoristes vont être remplacés par l'intelligence artificielle? C'est génial que tu poses cette question-là. J'adore quand tu me dis que je suis génial. Non, j'ai pas dit tu es génial. J'ai dit moi, cette c'est ça que j'ai entendu. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Parce que tu poses aussi des questions nounounes des fois. Jamais! Puis je t'ai jamais traité de nounoun. Tu te trompes d'émission. Non, sérieusement, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que ça a commencé comme ça, cet exercice-là. Vendredi, là, j'avais un peu de temps libre, j'ai dit à l'intelligence artificielle, j'ai dit, pour le fun, j'ai un flash, je vais lui demander d'écrire une joke à la Guy Nantel. Alors, je lui dis, je me souviens plus c'était quoi le sujet, un genre scandale de la SAQ. Écris-moi donc une joke à la Guy Nantel pour le fun. Parce que tout le monde dit, on va être... J'entendais une entrevue où il disait, les artistes, on va tout être remplacés par... Puis moi, je disais, c'est dur en humour quand même de tu sais, l'ADN d'un humoriste. Oui, la signature. C'est ça, c'est difficile à imiter. Puis là, c'était hyper mauvais, mais là, je me suis dit, peut-être qu'il me perçoit. Que l'IA pense que t'es mauvais. Peut-être qu'il me perçoit tel que je suis, puis c'est moi qui le savais pas. Mais c'était vraiment très mauvais, là, ce qu'il écrivait, tu sais. Fait qu'ensuite, je dis, écris-moi une joke sur la SAQ à la façon de Mike Ward. Il m'écrit la même joke en rajoutant un tabarnak. Fait que là, j'ai fait... Non, mais attends, c'est hilarant. Parce que donc, ça veut dire que pour lui ou pour elle, l'intelligence artificielle, vous êtes pareil. Ouais. La seule différence entre toi et lui, c'est que lui, il sacre. Puis là, je me suis dit, tu sacres, toi? Fait que là, j'ai dit ensuite, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le ciel est bleu à la façon d'un scientifique frustré québécois? Et là, vulgaire, il m'a sorti... frustré vulgaire. Mais là, écoute, là, il sacre comme... Ça n'a aucun bon sens. Il doit avoir 20 sacs là-dedans. Sa conclusion, je vous rappelle que c'est l'intelligence artificielle qui parle. Là. Commencez pas à appeler mes patrons, puis mes collègues, puis tout ça pour que je perde ma job, là. Ça finit, la conclusion, c'est « Asti que j'en ai plein mon casque de t'expliquer des affaires de maternelle. » Parce que t'avais dit un scientifique frustré. Puis ça finit par « Tabarnak, j'espère que c'est assez clair pour ta tête de pogo. » La tête de pogo, là, je veux pas te faire de la peine. Vas-y. Non, c'est drôle parce qu'il y a bien du monde sur mon Facebook, parce que je l'ai mis sur Facebook, qui ont écrit « Mais c'est quand même génial que l'intelligence artificielle sache que t'as vraiment une tête de pogo dans la vraie vie. » Mais jamais je laisserais entendre que t'as une tête de pogo. T'as une légère calvitie que tu entretiens. Une petite tête pointue là, que tu pourrais mettre de la moutarde dessus. Puis ça ferait ressemblance un peu. J'ai jamais remarqué. Ouais, c'est ça. Mais donc, est-ce que ça veut dire... Donc, en fait, t'as pas vraiment répondu à ma question. C'est-à-dire que est-ce que donc l'IA, demain matin, pourrait remplacer? C'est-à-dire que toi, t'es en ce moment en train d'écrire... il est quasiment fini, d'ailleurs. T'as fini d'écrire ton prochain show, mais t'es en train de l'apprendre par cœur. Bon, t'aurais pu, pour ton prochain spectacle... Jamais.
Jamais. Jamais? C'est hyper mauvais, là. Je te jure. Mais ça, c'est drôle en tabarnouche. Ben non, mais pour ne pas dire autre chose. Ça, c'est drôle à lire, mais tu fais pas un truc de même en spectacle. Ou en tout cas, tu peux le rapporter dans un contexte où tu dis au monde, je vais vous expliquer l'exercice qu'on a fait, mais c'est pas des blagues. Tu peux pas faire comiques. 1h30 comme ça. L'esprit comique, vraiment, alors, c'est pas à point. Ça, c'est intéressant. Parce que moi, une des raisons pour laquelle, en dehors de notre amitié, une des raisons pour laquelle j'apprécie ton humour et que ton spectacle m'a énormément fait rire, c'est que tu regardes une situation que tout le monde voit. Mettons, il y a des libéraux puis il y a des péquistes. Tout le monde voit ça. Mais là, toi, tu prends un pas de recul comme humoriste puis tu vois des affaires puis tu analyses puis c'est drôle. Donc, ça veut dire que l'intelligence n'est pas encore capable d'avoir ça, d'avoir ce recul-là avec humour. Ben, pas selon ce que j'ai lu, là. Moi, je trouvais que ça ressemblait à des jokes de maternelle, là, ce qu'ils m'écrivaient. La SAQ est dirigée par la CAQ et il devrait plutôt travailler dans la cigarette car il brûle notre argent. Tu sais, c'est un genre de joke-là. Là, j'étais comme... Petit bruit de tambour plate ici, là. Tchakaboum pif. Là, je me dis, si c'est vraiment comme ça que l'intelligence artificielle me perçoit, il y a quelque chose qui va pas. Fait que ça m'étonnerait qu'on arrive à ça pour les humoristes. C'est plus facile au niveau de la chanson parce qu'il y a comme, tu sais, il y a des pieds, il y a un calcul mathématique, si on veut, là, le nombre de syllabes, puis les rimes, puis tout ça, mais dans l'esprit, dans ta vision du monde, tu sais, mettons, un philosophe, ce serait pareil. Puis des fois, je trouve que c'est une job qui se ressemble, philosophe, humoriste, tu sais. Pourquoi tu ris, Sylvain? Je suis désolée, c'est parce que j'ai demandé à ChatGPT de faire une blague. Okay. J'ai dit, fais une blague à la Guy Nantel. Le sujet de la blague, c'est Cube Radio. C'est quand même drôle. Il dit, Cube Radio, c'est un peu comme un 5 à 7 dans un sous-sol de banlieue. Tout le monde est fâché, tout le monde parle en même temps, puis il y a toujours un gars qui pense qu'il a découvert la vérité que les médias veulent pas qu'on sache. Mais... c'est pire, là. Oui, mais ça manque de drôlerie quand même. Mais oui, nous, on travaille à Cube, on la trouve drôle. On la trouve drôle parce que c'est notre gang. Mais en tout cas, au niveau de la société, je suis pas sûr que... Un bon flash, non, évidemment. Non, moi non plus, je pense. C'était un bon flash. Et d'ailleurs, la preuve que c'est pas à point, je sais pas si c'est vrai, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé à la suite de cet envoi-là sur Facebook une capture d'écran, puis il a demandé à ChatGPT, fais une joke, genre une joke déplacée sur Jésus. Puis là, il a fait la joke. Puis après ça, il a fait une joke déplacée sur Mahomet. Puis ChatGPT a dit, je pense que c'est mieux de pas faire ça parce que ça pourrait être susceptible pour certaines personnes. Puis là, je me suis dit, ben, tu vois, c'est pas Guy Nantel. Non, là, mais ce que ça veut dire, c'est très intéressant ça aussi. Ce que ça veut dire, c'est que l'intelligence artificielle est politiquement correcte, pour ne pas dire qu'elle est woke. Contrairement à l'humour. Contrairement à l'humour qui ne peut pas se permettre ça. Par contre, parlant d'humour woke, je veux juste attirer ton attention. Hier, c'était le gala des Oliviers. L'as-tu regardé? Je t'ai pas regardé, non. Je suis pas un gars de gala, moi. Étais-tu invité? Ben, je suis... En fait, c'est drôle parce que... Est-ce qu'ils invitent juste les gens quand ils sont en nomination? Moi, je suis toujours invité sans le savoir parce que moi, je veux pas m'inscrire à ça, puis c'est mon producteur qui s'inscrit. Fait que je lui ai dit, ben, inscris-moi si tu veux, mais moi, j'irai pas. Fait que chaque année, lui reçoit mon invitation, il m'écrit un courriel, mais moi, je vais pas. Tu y vas pas. Bon, alors, tout ça pour dire que dans plusieurs journaux et dans plusieurs médias, on a souligné le fait qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient gagné des prix cette année. Et quand on fait la liste, ça donne Rosalie Vaillancourt, Mégane Boyard, oui. Et Mona de Grenoble. Je veux juste dire à tous mes collègues, Mona de Grenoble n'est pas une femme. Quand Mona de Grenoble gagne un prix au Gala des Oliviers, arrêtez de dire que c'est féminin, que c'est le féminin qu'on célèbre. Ben oui. Mona de Grenoble, c'est un gars. Ben non, mais oui, il faut arrêter à un moment donné. Ça te choque pas? Moi, là, ça m'énerve, mais au plus haut point. Mais je pense aussi que l'interprète de Mona de Grenoble dirait qu'il est un gars aussi. Là. C'est pas un trans, là. Non, mais je veux dire, en quoi on rend hommage au féminin en disant... Parce que l'année dernière, il y avait peu de femmes ou quasiment pas de femmes qui avaient gagné. On dit qu'il rend hommage au féminin ou on dit que c'est une femme? Non, on dit que... Écoute, il faudrait que je te retrouve le texte exact de Radio-Canada en particulier, qui a dit le féminin était à l'honneur avec Mona de Grenoble, Rosalie Vaillancourt et Mégane. Le féminin n'est pas à l'honneur quand tu as un homme déguisé en femme. C'est pas le féminin qui est à l'honneur. Toi, tu vois ça comme un peu le blackface? Ben, complètement. Ouais. Complètement. Pas toi.
Toi, ça te choque pas? Je m'en fous, non. Au contraire, moi, je pense que c'est plus à l'envers. Il devrait jamais y avoir aucun tabou. Est-ce que moi, je trouve ça drôle ou j'irais voir? Pas nécessairement. Non, c'est pas mon genre d'affaire. Mona n'est pas drôle. Je te dis juste que de la part des journalistes. Est-ce que c'est célébrer le féminisme? Ben, c'est ça que tu dis? Ouais, OK, ouais. Non, j'ai pas vu le show, c'est dur pour moi de dire, mais sincèrement, moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Je vais pas à l'envers non plus. Je fais pas ça nuit à la cause des femmes ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est ça que tu dis? Non, ce que je dis, décidément, je pensais pas devoir expliquer des affaires à Guy Nantel, mais c'est pas grave. Non, mais ce que je dis, c'est que quand on dit, par exemple, il n'y a pas assez de femmes en humour, puis qu'on dit, cette année, les femmes ont pris leur revanche, puis il y a plein de prix qui ont été remis, c'est le retour des femmes en humour, puis tu mets Mona de Grenoble. C'est ridicule. Mais c'est pour ça que je te dis, si ça veut dire que Mona de Grenoble est une femme, je suis absolument d'accord avec toi. Parfait. Mais si tu es en train de me dire que ça nuit à la cause des femmes qu'un gars s'habille en femme, tu es en train de dire la même affaire qu'un humoriste, mettons, québécois prendrait un accent chinois puis tu serais contre ça aussi. Là. Non, pas du tout. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Mona de Grenoble est très drôle. Mais ce n'est pas une femme. Oui, non, donc, mettez-la pas en disant avec des femmes. Tu sais, c'est pas Rosalie c'est pas Mégane. C'est là-dessus. C'est plate parce qu'il est 55 minutes 30. Attends, je vais vous en lire une autre pendant ce temps-là. Vite, parce que... mais c'est pas qu'on finit dans 30 secondes. Écoutez Cube Radio, c'est comme aller au gym, sauf que t'entraînes pas ton corps, t'entraînes juste ton indignation. Tu ressors pas plus en forme, mais tu lèves des soupirs de 200 livres. C'est vraiment comme ça. Il y a vraiment une perception de Cube qui sert à être fâché, lui. C'est ça, il y a pas assez d'indignation dans notre monde. Tu restes là, reste assis ici, parce que t'es au début de l'émission de Richard Martineau qui suit. Merci, Cybèle Olivier. Très bonne idée de demander ça à ChatGPT. Merci à André-Sylvain Latour. Merci à Jean-Philippe Leroux. Cube.